Pourquoi l'Orient aurait besoin de grands marchés d'esclaves? Que faisaient-ils les esclaves après avoir été déportés en Orient? Parce que la réponse la plus simple, c'est oui, parce qu'il y avait les arènes ou bien les armées pour faire travailler dans les champs, entre autres, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Et nous allons nous apporter des réponses dans cette série de vidéos avec des témoignages oculaires. Par exemple, Félix Echenberry, dans la théorie orientale, il a même posé la même question. Par exemple, ici, à la page 11, à la page 11-12, l'erreur était facile en effet. On ne comprenait pas pourquoi l'Orient aurait de grands marchés d'esclaves, que les familles s'y pourvoient de serviteurs, que la polygamie de tous les régimes y achète des femmes, que certains travaux y prennent des ouvriers, cela ne suffit pas pour expliquer une traite considérable. Ces données sont en effet bien insuffisantes et ces explications bien incomplètes. Quel sort l'Orient réserve-t-il donc à ces multitudes qu'on lui vend? Il vous donne ici l'indication, par exemple en Amérique. Il dit en Amérique, on voyait des terres à moitié peuplées, de vastes campagnes attendant des travailleurs, et on comprenait les demandes incessantes d'une population importée. En Asie, rien de semblable ne frappe au premier regard. Lorsque les immenses plantations des États du Sud avec leur culture de coton, les Antilles avec leurs champs de canne à sucre étaient réservées au travail des esclaves, on savait où se rendaient les cargaisons à lever par les contrebandiers sur les côtes de la Guinée. Mais pourquoi cette traite existe-t-elle et quand serait-elle ces ravages? Les Occidentaux, que font-ils de leurs esclaves? Ils laissent tomber en ruine les monuments légués par l'Antiquité. Faut-il remplacer par une importation d'enfants une population que les familles n'entretiennent plus? Cette question sociale et ethnologique n'a peut-être été étudiée nulle part d'une manière complète. Alors, donc, c'est cette question que nous allons essayer de creuser dans cette série de vidéos. Mais les réponses à ces questions méritent d'une grande attention. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer une partie entière pour fournir plus de détails, avec bien sûr des témoignages des auteurs de l'époque. L'autre chose était comment perçus les Noirs par les Arabes avant la traite orientale. Les Arabes percevaient les Noirs de manière variée. Ça aussi, c'est important de le clarifier. Il y avait des échanges commerciaux et culturels et respectueux, mais aussi des stéréotypes et des préjugés d'autre part. Ça existe dans tous les peuples. Certains écrits louaient la richesse culturelle et l'hospitalité des sociétés africaines, tandis que d'autres reflétaient des perceptions de différence et parfois de supériorité culturelle. Les valeurs islamiques prônant l'égalité entre musulmans ont atténué certains mêmes préjugés quand l'islam est apparu, bien que des stéréotypes négatifs aient persisté. Alors, comment le commerce transsaharien a-t-il connu ces grands mécanismes entre l'Asie et l'Afrique? Là, il faut noter que le commerce transsaharien, tel qu'il est connu dans ces grands mécanismes, ses articulations et sa structure autour de quatre axes majeurs orientés méridionalement ne s'établit véritablement qu'à la fin du 8e, 9e siècle. Mais notez que cette organisation résultait de plusieurs facteurs.
D'abord, dès ses débuts, l'islam s'est propagé en Afrique du Nord, au Sahara et au Soudan, facilitant ainsi les échanges et les contacts entre les différentes régions. L'autre raison, c'est par exemple l'intégration économique. L'Afrique a été intégrée dans l'économie monde arabo-musulman, créant des réseaux commerciaux dynamiques et interconnectés, notamment entre les pays du Sud. Apparemment, tous ces facteurs combinés ont permis la mise en place d'un commerce transsaharien structuré et florissant à partir du 8e et 9e siècle. Cette structuration du commerce transsaharien ainsi que celle du bilan de Soudan et de ses nombreuses richesses explique pourquoi dès le Xe siècle avec les Fatimides et le XIe siècle avec les Almoravides, différentes puissances nord-africaines, européennes, musulmanes et méditerranéennes ont manifesté un intérêt croissant pour cette région. Ce processus s'est accéléré au XVe siècle, conduisant ces puissances à envoyer des missionnaires, des explorateurs et des agents de commerce au cœur du Sahara et au-delà, à l'intérieur de l'Afrique. Ces expéditions réalisées tant par voie terrestre que maritime visaient à découvrir et maîtriser les richesses de la région et les circuits commerciaux. Cette historiographie met en lumière un lien fort et une complémentarité entre le Sahara, cet espace de sable, et la Méditerranée, cet espace d'eau, par au moins trois modalités. Comme nous le voyons ici dans la carte, donc il y avait un prolongement des axes commerciaux et donc les réseaux de commerçants transsahariens se prolongent vers la Méditerranée grâce à un changement de réseau commerciaux. Il y avait aussi les commerçants, par exemple les Djoula, les Wangara, qui dominaient la région guinéenne. La jonction entre ces réseaux permettait une vaste circulation des produits phares du commerce. L'or de la région guinéenne et du Soudan est utilisé pour frapper des monnaies royales en Europe, par exemple. Il y avait aussi les perles vénitiennes qui se retrouvent au Soudan, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces modalités illustrent la profonde interconnexion entre le Sahara et la Méditerranée, façonnant les dynamiques commerciales et politiques de l'époque. Donc, j'ai pris tout le temps pour expliquer ces phénomènes pour qu'au moins vous puissiez comprendre les liens entre l'Afrique et l'Asie. Mais aussi, ça nous permettra, ça nous facilitera par la suite ce qui est important ici. La richesse naturelle de l'Afrique noire a été un facteur déterminant dans la structuration de ces sociétés. Comme l'a dit ici Tidjane Ndiaye, à la page 69-70, grâce à ces forêts, les artistes africains ont perfectionné leur art à l'image des masques et statuettes des civilisations du Nigeria, qui donnent une idée des rapports que ces peuples entretenaient avec leur divinité. Les populations étaient nombreuses et avaient domestiqué toutes les richesses de leur univers. Dans cet espace-temps, l'homme vivait en symbiose avec son environnement. Il formait un ensemble indissociablement harmonieux. Donc, cela explique la richesse en matière de forêt ici en Afrique. Donc, l'Afrique n'avait pas besoin de coloniser ou bien de faire des conquêtes autre part pour
chercher des bois ou bien autre chose comme les Anglais le faisaient. Dans son ouvrage L'Afrique noire précoloniale, c'est Anta Diop nous résume comment le continent était si riche en matière de toutes minéraux. Et cette richesse permettait que l'Afrique n'a jamais fait des colonies ou bien des esclaves pour exploiter ou bien pour s'enrichir. Mais la richesse était toujours existante en Afrique. À la page 80-81. Il dit la principale ressource des souverains de l'Afrique noire, de l'Antiquité au temps moderne, de l'océan Indien à l'océan Atlantique, c'est-à-dire de la Libye d'Hérodote et de Diodore de Sicile, au Ghana de Bekri, au Mali de Ibn Battuta et de Khaldoun, au Songhai de Sadi et Kati, et l'or, vous voyez bien l'or extrait des mines. Tous ces auteurs ont témoigné ça. D'après une anecdote rapportée par Hérodote, l'abondance de l'or en Libye était telle que les chaînes des prisonniers étaient fabriquées avec ce métal, avec l'or. Donc, il y avait des quantités suffisantes de l'or en Afrique. L'Afrique n'avait pas besoin d'attaquer d'autres pays pour chercher de l'or. Il continue. L'or de Ghana était accumulé, selon Bekri, dans la ville fortifiée de Rairou, à 18 jours de la capitale, au Sénégal. L'abondance du métal était telle que le souverain abandonnait au peuple tout l'or en poudre qu'il pouvait extraire des mines de l'Empire. Vous voyez bien aussi. Donc, même les peuples, les populations étaient très riches en or parce que l'or était suffisant. Le roi ne pouvait pas extraire toute l'or et finalement, il abandonnait certains grains et les populations les arrachaient et les utilisaient. Toujours à la page 81. Il dit, cet or qui fut toujours abondant durant l'histoire des États africains était la monnaie essentielle pour les échanges internationaux. D'abord avec l'Orient arabe, puis avec la Méditerranée européenne, portugais, espagnol, il a contribué puissamment à la prospérité économique du pays. Il a sans aucun doute dispensé des souverains d'exténuer d'impôts et de charges leurs différents peuples. Pour saisir la différence de la situation économique sur les conditions de traitement entre le bas peuple de l'Europe du Moyen-Âge et celui de l'Afrique noire. Parce qu'au Moyen-Âge, qu'est-ce qui existait là-bas en Europe? C'était les invasions. Des invasions que les Goths, les Wisigoths, les Ostrogoths, entre autres les Vandales, ont fait en Europe pour des territoires, pour occuper des territoires. Et donc, à ce moment ici en Afrique, les peuples vivaient dans l'abondance, mais les peuples vivaient dans le paradis. Il continue à la page 103. Il dit, les matières exportées étaient l'or, le fer, l'étain, etc. À l'intérieur, le commerce de la noix de cola, des céréales comme le dora et le mil dont on tirait une boisson fermentée. Une bière était active, de même celui des armes, lances, javelots, flèches, arcs, etc. Comme produit manufacturé, on peut citer l'industrie des verres qui avait pris un essor extraordinaire dans le Bénin. Le commerce de l'Afrique orientale avec l'Inde et la Chine n'était pas moins actif au Xe et XIe siècle. Dans cette région,
Contrairement à ce que l'on pense, le stade tribal était dépassé. Le pays était organisé en une vaste monarchie dirigée par le Monomotapa. Les métaux or, étain, cuivre étaient exploités en grande partie à son profit. Selon des rites bien établis, l'organisation du travail était très évoluée. Donc l'Afrique n'avait pas besoin du commerce des êtres humains pour prospérer. Parce que c'est de là qu'il s'agit. Dans les régions où les richesses sont abondamment réparties et la pauvreté est presque inexistante, la question qu'on va se poser est existe-t-il des guerres dans de telles contrées? Non. Avant l'arrivée des colonisateurs et la corruption des mœurs locales, l'Afrique pouvait-elle être considérée comme un véritable paradis? Je pense que oui, parce qu'il existait des témoignages qui l'ont décrit à l'époque. Dans son ouvrage intitulé Un continent perdu, Joseph Kopo nous livre des témoignages importants à la page 83. Il nous dit à la page 82 d'abord, malgré ces défauts, nous avons reconnu en eux, c'est-à-dire les Africains, des qualités assez grandes pour leur mérite d'amour de leurs semblables. Ils ont pour la justice un respect singulier. Punissez justement un nègre et aucune sévérité n'excitera un murmure. Ils ont un grand sentiment de l'autorité, même durement exercée. En somme, c'est un des peuples les plus faciles à gouverner que j'ai jamais rencontré. Personne, même parmi leurs ennemis, ne songea à contester leur bonté de cœur et leur bon caractère. Ils sont paresseux, dit-on. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après les effets déplorables de l'esclavage, après la honte que l'esclavage avait jetée sur le travail honnête, les nègres soient restés aussi laborieux qu'ils le sont. Ce qu'il dit ici est très important. Il explique qu'avant l'arrivée des Arabes, voire des Européens, les constats qu'il a fait étaient que les Africains étaient très dociles, étaient justes, ils n'aimaient pas l'injustice, ils vivaient aussi en harmonie. Mais après l'introduction de la traite des Arabes et occidentale, tout commence à changer. Page 87. Beaucoup d'obstacles s'opposent à l'abolition de l'esclavage et à une union d'efforts en faveur de l'Afrique. Parmi ces obstacles, on doit compter en première ligne le préjugé qu'il fait croire à bien des gens que la race africaine est tellement dégradée qu'il est impossible de la relever et de la perfectionner. Cette erreur doit être en grande partie attribuée à l'existence de la traite. La traite a tracé autour du continent africain comme un grand cercle. De ce cercle sont sortis des rayons qui ont été portés jusque dans l'intérieur, les vices, vous voyez bien les vices les plus bas et les plus honteux. Il continue. Dans les quelques contrées de l'Afrique où la traite n'a pas encore pénétré, un pouvoir de tribus qui vivent heureux et tranquilles. Elles cultivent leurs champs, jouissent pacifiquement des biens de la terre. Ces faits ont été prouvés surabondamment depuis les voyages de Mingo Park jusqu'à nos jours.
En quittant les rives du Nassau, j'arrivais par bonheur sur une terre que les pieds des marchands d'esclaves n'ont pas encore foulée. C'était une contrée neuve et vierge. Aussi, comme je l'avais déjà remarqué, les naturels étaient vraiment bons et hospitaliers. Moyennant quelques petits morceaux de toile, ils portèrent mon bagage de village en village. Donc, vous voyez bien. Il continue ici. On ne voit ici aucun de ces types hideux de la côte occidentale, d'où nous avons tiré nos idées sur la physionomie des nègres. Pas de mâchoire de singe, ni de talons d'alouette. Mes observations me rappelèrent, en les confirmant, les remarques de Winwood Reade. Le type du nègre, dit cet auteur, est bien plus dans les anciens prophètes égyptiens que dans les figures ridicules qui pullulent à travers les marécages malsains de la côte occidentale. En vérité, je crois que cette région de montagne et de forêt est la véritable demeure du nègre. Les femmes de ce pays excitaient l'admiration des Arabes. Leurs traits sont fins, délicats et bien faits. Ma longue expérience de l'Afrique centrale m'a prouvé que les nègres que l'esclavage et la traite n'ont pas encore corrompus sont remarquables par leur hospitalité et leur bon sens. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'ils sont honnêtes. Donc, c'est cette dernière phrase qui m'intéresse le plus. Donc, quand les Européens et les Arabes n'ont pas encore envahi l'Afrique, le continent était un continent d'hospitalité. Ses habitants étaient honnêtes, mais ses habitants aussi étaient très remarquables par leur hospitalité. Mais dans le voyage au Soudan d'Ibn Battuta, il dit les actes d'injustice sont rares chez eux, c'est-à-dire les Noirs. De tous les peuples, c'est celui qui est le moins porté à en commettre. Et le sultan, roi nègre, ne pardonne jamais à quiconque s'en rend coupable de toute l'étendue du pays. Il règne une sécurité parfaite. On peut y demeurer et voyager sans craindre le vol ou la rapine. Il ne confisque pas les biens des hommes blancs qui meurent dans leur pays. Quand même la valeur en serait immense, il n'y touche pas. Au contraire, il propose à l'héritage des culateurs choisis parmi les hommes blancs et il reste entre leurs mains jusqu'à ce que les ayants droit viennent le réclamer. Ibn Battuta, Voyage au Soudan, page 20. L'explorateur Hassan al-Wazan, mieux connu sous le nom de Léo l'Africain, a également décrit l'Afrique ancestrale comme un paradis. Dans son livre Description de l'Afrique, tiers partie du monde, publié au XVIe siècle, déclare à la page 118. Il dit les Noirs mènent une bonne vie, sont de fidèles natures, faisaient volontiers plaisir aux passants et s'étudient de tous les pouvoirs à se donner tous les plaisirs de quoi ils se peuvent aviser à se rejoindre, à se réjouir en danse et le plus souvent en banquet, convois et ébats de diverses sortes. Ils sont fort modestes et ont un grand honneur et révérence
les hommes doctes et religieux. Il faut comprendre aussi que ces écrits, ce sont les anciennes écritures, ayant meilleur temps que tout le reste des autres peuples, lesquels demeurent en Afrique. Tous ces témoignages démontrent que l'Afrique et les Africains avaient des caractéristiques distinctives par rapport aux autres peuples en dehors du continent. Ces différences se manifestent dans leur pratique sociale, leur système de justice, leur accueil des étrangers et leur ouverture aux échanges internationaux. C'est ce continent et ces anciennes civilisations que la conquête arabe devait plonger dans les ténèbres, des razzias sanglantes, accompagnées de massacres, d'incendies et de terribles actes de dévastation, de dépeuplement, dépeurer aussi et de stériliser cette terre riche en or, pierres précieuses, épices, palmiers et prodigieuse fécondité. L'énergie vitale qui nourrissait ces éléments par des vases communicants se dégradait progressivement au rythme de l'avancée de l'expansion arabe. Génocide voilé, page 75-76. Il dit les Arabes, chasseurs d'hommes, transformeront en véritable enfer des régions entières où les habitants vivaient heureux. Si, au début de leur entreprise criminelle, ces régions ne s'aventuraient pas à l'intérieur du continent, soit du 7e au 19e siècle, lorsque les explorateurs européens eurent ouvert la voie, ils se hasardèrent alors à les suivre et bientôt se mirent à raser les populations de l'intérieur. Équipés de fusils modernes, ces impitoyables prédateurs opéraient de véritables carnages au sein de populations vulnérables dont beaucoup, contrairement à celles de la côte, n'avaient jamais d'armes à feu. Et cela depuis les Grands Lacs jusqu'au fleuve Congo. Quant à l'autre mouvement de conquête arabe, il s'était déjà effectué par le nord, par le Maghreb. Burle explique dans son ouvrage La traite orientale, il dit à la page 12, il dit seulement l'incendie qui ravageait les côtes occidentales de l'Afrique a concentré ses flammes du côté de l'Orient. C'était de la Guinée que s'élevaient les cris des victimes, les gisements de la race noire. Maintenant, nous les entendons venir des bords du Nil ou des côtes du Zanzibar. Ces lueurs, ces plaintes, ces cris élevés près de nous empêchaient d'apercevoir ce lointain spectacle de misère. Donc, vous voyez comment l'Afrique était bien avant l'arrivée de ces prédateurs, mais on a vu et on verra de plus comment l'Afrique s'est transformée en enfer après la découverte des Arabes et des Européens. Donc, de venir nous dire qu'une traite intra-africaine existait en Afrique repose sur des mensonges, parce qu'il n'existe aucun témoignage qui le dit. Oui, tous les témoignages que je vous ai montrés ici affirment qu'avant l'arrivée des Arabes et des Européens, le continent noir vivait dans la tranquillité, vivait dans la sécurité, mais aussi dans l'harmonie. Donc l'introduction est devenue très longue, que je le pensais même, mais il fallait clarifier certains points avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir un peu pour faire un rappel sur le système de servage qui existait sur le continent noir depuis des temps immémoriaux et sa différence avec ceux des idéologistes, ou bien ce que les idéologistes appellent l'esclavage africain et leur fameux trafic intra. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt
impardonnable, les Européens des XVIIIe et XIXe siècles préférèrent oublier ce que leurs ancêtres savaient fort bien, à savoir qu'en Afrique occidentale avaient prospéré de nombreux royaumes, aussi somptueux et bien gouvernés que d'autres en Europe médiévale. Qui plus est, les récits des commerçants et des diplomates ayant circulé dans ces royaumes n'étaient imprégnés d'aucune attitude de supériorité raciale. Le racisme, en fait, est un mal relativement moderne. Rien n'illustre plus clairement les changements qui allaient se produire que l'art européen de la Renaissance, et même antérieur à la Renaissance. Dans ces tableaux, blancs et noirs figurent avec une égale dignité. On n'y trouve aucune allusion à ce que plus tard, le monde devait appeler la nature humaine à son stade le plus grossier. Et cette reconnaissance d'égalité entre blancs et noirs prédominait aussi au Moyen-Âge. Saint Maurice, qui était noir, comptait parmi les saints vénérés en Europe centrale. Nous le verrons, il est l'un des héros de cette histoire. Qu'y a-t-il donc à l'origine de ce changement radical d'attitude chez les Blancs? L'histoire nous donne la principale réponse: le commerce des esclaves vers le Nouveau Monde. Accrochés dans leurs forteresses de la côte occidentale de l'Afrique, les nations européennes se concurrençaient dans la déportation de millions d'hommes et de femmes noires. Les canons de ces Blancs n'étaient pas pointés vers l'Afrique, souvent considérée comme source de danger, mais vers l'océan, prêts à affronter les navires rivaux pouvant soudainement apparaître à l'horizon. Bien sûr, les Africains n'ont pas été les seules victimes du racisme et des préjugés de couleur. Mais s'ils ont davantage souffert que les autres peuples du monde, la raison en est d'abord là. Pendant plus de 300 ans, cette superbe côte a été le théâtre de la cruauté organisée et systématique. Des années durant, les Noirs, arrachés à leur foyer, furent précipités dans le monde de misère et d'humiliation des Blancs. On les considérait comme moins qu'humains, comme des objets à acheter ou à vendre, comme du bétail contre lequel tout acte de violence et d'avilissement était justifié. Partout où le trafic des esclaves a sévi, la stabilité et les structures de la vie africaine furent anéanties. Et avec elles, le respect mutuel ayant préalablement existé entre blancs et noirs. Le trafic des esclaves a cessé depuis longtemps. Il faut à nouveau réfléchir. Toutes ces vieilles idées sur l'infériorité des Noirs étaient complètement fausses, sans fondement. Elles doivent être balayées de notre esprit. Et alors, que de vérités à découvrir. Grâce au progrès de la science, on tient pour sûr aujourd'hui que les Noirs ont leur propre histoire, aussi riche et étrange, longue et surprenante parfois, que l'histoire de n'importe quelle autre branche importante de l'espèce humaine. Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes
du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent, représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau, cependant, est une rare exception. C'est le seul, semble-t-il, qui démontre si clairement le point de vue du professeur. Le même tombeau sur le même plan. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité.